Bismillah. Certes, il lui était difficile de me faire un cadeau plus agréable que celui-là, dont je me promettais beaucoup de bien pour la prochaine campagne, et qui devait me servir à faire mes preuves. Un cheval aussi docile, aussi courageux, aussi ardent, un agneau et un bucéphale tout à la fois, devait me rappeler les devoirs du soldat, et en même temps l'effet héroïque accompli par le jeune Alexandre dans ces fameuses guerres. Le but principal de notre campagne était de rétablir l'honneur des armes russes qui avaient quelque peu été atteints sur le Prout du temps du tsar Pierre. Nous y parvînmes après de rudes mais glorieux combats, et grâce au talent du grand général que j'ai nommé plus haut, la modestie interdit aux subalternes de s'attribuer de beaux faits d'armes. La gloire doit en revenir communément au chef, si nul qu'il soit, aux rois et aux reines qui n'ont jamais senti brûler de poudre qu'à l'exercice, ou n'ont jamais vu manœuvrer d'armée qu'à la parade. Ainsi, je ne revendique pas la moindre part de la gloire que notre armée recueillit dans maint engagement. Nous fîmes tous notre devoir, mot qui, dans la bouche du citoyen, du soldat, de l'honnête homme, a une signification beaucoup plus large que ne s'y l'imaginent messieurs les buveurs de bière. Comme je commandais alors un corps de hussards, j'eus à exécuter différentes expéditions où l'on s'en remettait entièrement à mon expérience et à mon courage. Pour être juste, cependant je dois dire ici qu'une grande part de mes succès revient à ces braves compagnons que je conduisais à la victoire. Un jour que nous repoussions une sortie des Turcs sous les murs d'Oxakow, l'avant-garde se trouva chaudement engagée. J'occupais un poste assez avancé. Tout à coup je vis venir du côté de la ville un parti d'ennemis enveloppé de nuages de poussière qui m'empêchaient d'apprécier le nombre et la distance. M'entourer de nuages semblables, c'eût été un stratagème vulgaire, et cela m'eût en outre fait manquer mon but. Je déployai mes tirailleurs sur les ailes en leur recommandant de faire autant de poussière qu'ils pourraient. Quant à moi, je me dirigeai droit sur l'ennemi, afin de savoir au juste ce qui en était. Je l'atteignis, il résista d'abord et tint bon jusqu'au moment où mes tirailleurs vinrent jeter le désordre dans ses rangs. Nous le dispersâmes complètement, en fîmes un grand carnage, et le refoulâmes non seulement dans la place, mais encore au-delà, de façon qu'il s'enfuit par la porte opposée, résultat que nous n'avions pas osé espérer. Comme mon lituanien allait extrêmement vite, je me trouvai le premier sur le dos des fouillards, et voyant que l'ennemi courait si bien vers l'autre issue de la ville, je jugeai bon de m'arrêter sur la place du marché et de faire sonner le rassemblement. Mais figurez-vous mon étonnement, messieurs, en me voyant autour de moi ni trompette, ni aucun de mes hussards. Que sont-ils devenus, me dis-je? Se seraient-ils répandus dans les rues? Ils ne pouvaient cependant pas être bien loin, et ne devaient pas tarder à me rejoindre. En attendant, je menai mon lituanien à la fontaine qui occupait le milieu de la place. Pour l'abreuver, il se mit alors à boire d'une façon inconcevable, sans que cela parût le désaltérer. J'eus bientôt l'explication de ce phénomène singulier, car en me retournant pour regarder si mes gens n'arrivaient pas, qu'imaginez-vous que je vis, messieurs? Tout l'arrière-train de mon cheval était absent et coupé net. L'eau s'écoulait par derrière à mesure qu'elle entrait par devant, sans que la bête en conservât rien. Comment cela était-il arrivé? Je ne pouvais m'en rendre compte lorsqu'enfin mon hussard arriva du côté opposé à celui par lequel j'étais venu, et à travers un torrent de cordiales félicitations et d'énergiques jurons, me rapporta ce qui suit. Tandis que je m'étais jeté pêle-mêle au milieu des fouillards, on avait brusquement laissé retomber la herse de la porte qui avait tranché net l'arrière-train de mon cheval. Cette seconde partie de ma bête était d'abord restée au milieu des ennemis et y avait exercé de terribles ravages. Puis, ne pouvant pénétrer dans la ville, elle s'était dirigée vers un pré voisin où je la retrouverais sans aucun doute. Je tournai bride aussitôt et l'avant de mon cheval me mena au grand galop vers la prairie. À ma grande joie, j'y retrouvai en effet l'autre moitié qui se livrait aux évolutions les plus ingénieuses et passait gaiement le temps avec les juments qui erraient sur la pelouse. Étant dès lors bien assuré que les deux parties de mon cheval étaient vivantes, j'envoyai chercher notre vétérinaire. Sans perdre de temps, il les rajusta au moyen de rameaux de laurier qui se trouvaient là, et la blessure guérit heureusement.
Il advint alors quelque chose qui ne pouvait arriver qu'à un animal aussi supérieur. Les branches prirent racine dans son corps, poussèrent et formèrent autour de moi comme un berceau à l'ombre duquel j'accomplis plus d'une action d'éclat. Je veux vous raconter encore ici un petit désagrément qui résulta de cette brillante affaire. J'avais si vigoureusement, si longtemps et si impitoyablement sabré l'ennemi que mon bras en avait conservé le mouvement alors que les Turcs avaient depuis longtemps disparu. Dans la crainte de me blesser et surtout de blesser les miens, lorsqu'ils m'approchaient, je me vis obligé de porter pendant 8 jours mon bras en écharpe, comme si j'eusse été amputé. Lorsqu'un homme monte un cheval tel que mon lituanien, vous pouvez bien, messieurs, le croire capable d'exécuter un autre trait qui paraît, aux premiers abords, tenir du fabuleux. Nous faisions le siège d'une ville dont j'ai oublié le nom, et il était de la plus haute importance pour le feld-maréchal de savoir ce qui se passait dans la place. Il paraissait impossible d'y pénétrer, car il eût fallu se faire jour à travers les avant-postes, les grands gardes et les ouvrages avancés. Personne n'osait se charger d'une pareille entreprise. Un peu trop confiant peut-être dans mon courage et emporté par mon zèle, j'allais me placer près d'un de nos gros canons, et au moment où le coup partait, je m'élançai sur le boulet, dans le but de pénétrer par ce moyen dans la ville. Mais lorsque je fus à moitié route, la réflexion me vint. Pensai-je. Allez, c'est bien, mais comment revenir? Que va-t-il arriver une fois dans la place, où on te traitera en espion et on te pendra aux premiers arts? Ce n'est pas une fin digne de Munchausen. Ayant fait cette réflexion, suivie de plusieurs autres du nom, genre, j'aperçus un boulet dirigé de la forteresse contre notre camp, qui passait à quelques pas de moi. Je sautai dessus et je revins au milieu des miens, sans avoir, il est vrai, accompli mon projet, mais du moins entièrement sain et sauf. Si j'étais leste et alerte à la voltige, mon brave cheval ne l'était pas moins, et ni fossé, rien ne l'arrêtait. Il allait toujours droit devant lui. Un jour, un lièvre que je poursuivais coupa la grande route. En ce moment même, une voiture où se trouvaient 2 belles dames vint me séparer du gibier. Mon cheval passa si rapidement et si légèrement à travers la voiture, dont les glaces étaient baissées, que j'eus à peine le temps de retirer mon chapeau et de prier ces dames de m'excuser de la liberté grande. Une autre fois, je voulus sauter une mare, et lorsque je me trouvai au milieu, je m'aperçus qu'elle était plus grande que je ne me l'étais figuré d'abord. Je tournai aussitôt bride au milieu de mon élan, et je revins sur le bord que je venais de quitter, pour reprendre plus de champ. Cette fois encore, je m'y pris mal, et tombé dans la mare jusqu'au cou. J'aurais péri infailliblement, si par la force de mon propre bras, je ne m'étais enlevé par ma propre queue, moi et mon cheval que je serrais fortement entre les genoux.